Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas Loïc. Écoute, moi c'est Benoît Pasto. Dans le fond, ça fait une dizaine d'années que je reste à Québec. Et dans mes 2 dernières expériences, j'ai travaillé 3 ans chez KPMG Egide en cybersécurité, notamment Microsoft Cloud Security. Et je suis maintenant rendu chez Google en tant qu'architecte de solutions, Customer Engineer, pour des clients au Québec. Très intéressant. Tu m'as approché parce que tu avais un sujet qui, à mon avis, est sous-évalué par l'industrie au global. Tout ce que je vois dans mon entourage, l'évolution du endpoint, du point terminal, comment la livraison d'applications se fait, parce que c'est ça, le point terminal est essentiellement une machine qui sert à la livraison d'une application à une utilisation, parce que s'il n'y avait pas d'application, on n'utiliserait pas de points terminaux, essentiellement. Je te laisserai commencer par une évolution de ça parce que ça a beaucoup évolué depuis les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, jusqu'à maintenant. Il y a eu plusieurs façons de livrer une application et qui nous amène jusqu'à ce qu'on va voir maintenant, ce que justement le cœur de ce qu'on va arriver à la fin, qui est la façon moderne de livrer des applications. Je sais commencer avec ça. Bah oui, en effet, je pense que au moins moi, là, je sais pas toi, mais je suis assez vieux pour me rappeler de ce moment-là, de la façon dont on livrait les applications back in the days, pour en parler en bon français. Dans le fond, notamment dans les années 90, on a vu l'émergence notamment d'acteurs comme Citrix ou des joueurs de ce genre-là qui ont repensé un peu la façon dont on livrait les applications dans les entreprises. Alors, j'utilise Citrix, mais ça pourrait aussi, évidemment, il y avait de la compétition aussi, là. Même, je pense que Microsoft avait... Le terminal serveur Ish qui était dans ces années-là, un peu plus tardivement, mais oui, qui était cette façon un peu, moi, que je trouvais particulièrement étrange, mais qui quand même, puis pour reprendre ce qu'on dit, parce qu'on a énormément discuté avant de commencer à enregistrer, qui est capable de livrer des applications en scale, ce qui, notamment, si on vient une étape avant, mais on devait livrer dans un Microsoft avec SMS ou des outils qui devaient déployer des applications sur les postes, ça marchait pas super bien et est arrivé Citrix notamment. Exact. Des contraintes de bande passante, des contraintes de sécurité entre guillemets. Là. Je mets beaucoup de guillemets à sécurité, terminal serveur et Citrix, là, on s'entend. Mais néanmoins, de la sécurité des années 90. Exact, voilà. Faut mettre dans le contexte, on peut pas, c'est pas ce qu'on a maintenant, là. Ouais, c'est ça, mais c'est un bon point, mais on va plus parler de sécurité d'accès, c'est-à-dire s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bons applicatifs. On était à peu près à ce degré-là de sécurité. C'était un mot un peu galvaudé à l'époque. Mais effectivement, dans les années 90, c'était déjà pas si pire, mais ça répondait à des contraintes d'affaires qui étaient, dans le fond, on doit déployer des milliers de postes avec un certain niveau d'automatisme, certain niveau de conformité, encore une fois, pas au sens dont on l'entend aujourd'hui, mais plus s'assurer que c'est toujours installé de la même façon, chose qui était quand même complexe et toujours d'ailleurs aujourd'hui à faire sur des postes locaux avec soit la Mitten, soit avec des systèmes de script classiques. Là, dans le fond, l'idée, c'était de streamer l'application directement au poste de travail. Donc, c'est juste qu'à mon tout début de carrière, comme on en a discuté avant, je faisais partie d'une compagnie qui était spécialisée là-dedans, ce qui m'a fait aborder le point de terminaison, là, le endpoint, d'une façon un peu différente de juste gérer un laptop, là, ou même les laptops étaient aussi émergents dans les années 90, là, mais même de gérer un poste de travail en général. Et de toujours penser ça d'une façon un peu différente, de façon de livrer ça de manière à l'échelle, at scale, de manière le plus sécurité possible, plus automatique possible, avec des politiques qui évoluent de manière centralisée, qui sont distribuées, on va dire, partout où se trouvent les points de terminaison. Donc ça a été déjà un première chose qui m'a amené à être intéressé par le sujet, entre guillemets. Oui, parce que dans les années 90, c'était déjà un défi quand même assez important de déployer. Tu l'as nommé de différentes façons, mais tu mentionnais conformité, mais de stabilité ou de prévisibilité dans la façon que les applications se déployaient. Je me rappelle parce que j'ai déjà été administrateur SMS il y a très, 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 très longtemps. Donc, ça trahit un peu mon âge. Et la difficulté qu'on avait, on avait toujours des cas d'exception. C'est toujours excessivement difficile de déployer le package ou de déployer l'application sur le point terminal, donc le poste de travail. Je ne dirais pas les laptops à l'époque, mais probablement plus les postes physiques comme il existe pratiquement plus maintenant d'ailleurs, de déployer ces applications-là en lourd sur ces éléments-là.
Plusieurs compagnies ont adopté, puis tu le mentionnes, notamment Citrix est un bel exemple parce que c'est eux qui ont réussi à faciliter le travail des gens en TI pour déployer des applications de façon stable, prévisée, mais c'était une expérience utilisateur qui était toujours la même. Puis de mon énorme bagage de TI, cet élément-là de prévisibilité pour l'utilisateur est excessivement important, qu'à chaque fois que démarre l'application, c'est toujours la même chose, et ainsi de suite. Là. Le profil soit là, que le profil soit aussi présent, que l'usager va changer de terminal, mais que le profil va rester existant. On s'entend que c'était fait avec des outils d'autrefois, là. Donc, notamment la synchronisation de profil a souvent été adressée par des tierces parties, là, avant que notamment Citrix arrive à gérer ça un peu mieux. Mais les profils Windows dont on parle, par exemple, mais ça n'a jamais été très chic, mais néanmoins, en bout de ligne, le but était qu'avec son identité corporative, on accède à un environnement de travail / à des applications de manière systématisée, automatisée, comme on en a parlé, sécuritaire avec beaucoup de guillemets. Et on pouvait déjà même à l'époque se passer de VPN, se passer de pas mal d'affaires, parce qu'on avait quand même possibilité via ces protocoles de streaming, de déport d'écran, notamment chez Citrix, Terminal Server aussi avec RDP, d'être capable de visualiser soit des applications, soit des postes de travail complets de cette façon-là. Donc évidemment, il y avait évidemment déjà des enjeux de sécurité à ce niveau-là, mais ça va surtout nous amener au fait que, je dirais, pourquoi on parle de ça depuis 10 minutes, c'est surtout pour amener le monde à réfléchir à comment on consomme des applications aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a parlé de un peu cet historique-là. On s'entend que la majorité, la quasi-intégralité des applications dans les années 90, peut-être un peu moins en 2000, mais quand même il en restait beaucoup, c'était des applications, ce qu'on appelle lourdes, là, Fat Applications. Donc avec soit des kits de développement, même des Install Shield, des MSI, enfin bref, des applications lourdes qui devaient être déployées sur des operating systems. Donc en l'occurrence, on parle beaucoup dans l'écosystème Citrix Terminal Server, évidemment de Windows, hein, on s'entend. Mais effectivement, c'est encore aujourd'hui la majorité des points de terminaison pour de bonnes ou de mauvaises. En tout cas, c'est une réalité, c'est qu'encore une grande majorité des gens qui exécutent, même si, mettons, les environnements VDI, Terminal Server ont un peu moins le vent en poupe que par le passé, on a quand même encore énormément de Fat Applications qui roulent dans les entreprises. Alors, peut-être pas ce qu'on appelle les Digital Natives, là, c'est quand même plus sur des applications web, mais néanmoins sur des applications, des entreprises un peu plus traditionnelles, que ce soit dans les entreprises moyennes, les PME ou dans les grandes entreprises, il en reste encore beaucoup, soit des développements maison, soit même encore des compagnies de software qui évidemment font maintenant le virage vers des versions web, mais pour des raisons de compatibilité ou de rétrocompatibilité, supportent encore des versions avec des applications lourdes. Donc partant de ce constat-là, on se trouve par contre aujourd'hui, arrivé dans les années 2010 et 2020, on se retrouve quand même avec de plus en plus, si ce n'est une majorité maintenant, d'applications web-based, que ce soit basé sur des développements internes ou des consommations d'applications SaaS. Puis ça, je pense que c'est un gros changement. Ben, c'est un énorme changement parce que on est passé d'applications lourdes ou de clients lourds. Quoique les clients lourds sont encore présents mais dans une relation de client-serveur qui se rapproche du client léger, qui est le navigateur web, qui est l'ultime endpoint, c'est-à-dire le point où s'exécutent réellement les choses. Donc, c'est cette espèce de migration-là d'un logiciel, Citrix en l'occurrence, ou RDP qui fait juste streamer une image d'un fonctionnement à l'extérieur. Puis en même temps, pendant que tu parlais, ça m'a comme flashé parce que moi, j'arrive d'un environnement encore plus vieux que des environnements Windows en Linux, Unix. On fonctionnait. Et toute la notion de ce qu'on a avec des interfaces graphiques nous était inexistant ou relativement inexistant, ou même à la limite, on streamait du X directement à distance. J'ai fait ça aussi. Avec VNC et autres. Oui, mais on était déjà de streamer il y a déjà très très longtemps cette façon-là ou cette approche-là à la technologie. Bon, on va dire que Windows a démocratisé l'usage des TI parce qu'il y avait beaucoup plus de simplicité. C'est beaucoup plus intuitif que d'aller en terminal. On va leur donner cette capacité-là, mais la livraison dans laquelle on vit maintenant est beaucoup plus difficile. Donc, comment on arrive maintenant depuis les 30 dernières années de ces environnements-là où on streamait des applications, où on déployait avec maintenant c'est SCCM, mais SMS à l'époque, ces déploiements-là qui étaient compliqués et qui étaient difficiles.
à nos environnements modernes qui reflètent maintenant qu'est-ce que le endpoint. Parce que l'évolution était lente, mais quand même, il y en a eu une. Exact. Et puis on se rend compte aussi que les terminaux, ils vont, comment dire, s'adapter à la stack applicative et rarement l'inverse. C'est-à-dire que le virage qui a été pris dans les années 2000 d'aller de plus en plus avec des applications web-based ont permis l'émergence de terminaux comme des iPhones, comme plein de terminaux aujourd'hui qui permettent d'exécuter des navigateurs ou même que ce soit des applications dans des stores. Finalement, la plupart, peut-être pas la totalité, mais la plupart reposent quand même beaucoup sur des outils de rendu qui sont web-based. Même si c'est des applications qui paraissent des applications lourdes, c'est quand même en général juste des UI un peu cute qui sont mises en top de services qui sont full web, notamment qui roulent avec des REST API en arrière. Donc, tout cet écosystème-là qui fait aujourd'hui le cœur de l'offre logicielle, je dirais. Si on partait aujourd'hui d'une page blanche, pas certain qu'on parte avec, c'est pas méchant contre le pack office là, mais pas certain qu'on passe avec un pack office lourd dans une compagnie nouvelle. Là. Fort probable qu'on aille acheter notre ERP ou notre système CRM qui va être des solutions SaaS-based as well. Et la plupart de ces solutions-là aujourd'hui sur le marché, la grande majorité sont distribuées via le web. Ben, notamment, puis je vais aller même un peu plus loin parce que ça en fait référence. C'est toutes des API qui sont finalement distribuées. Tu mentionnais d'applications sur nos téléphones ou même sur ce qu'on considère des applications lourdes qui ne sont que des appels API en arrière-plan. Tout à fait. Qui sont généralement tous web, de toute façon. Des PWA, oui, tout à fait. Qui sont que l'élément de rendu n'est juste transformé et que géré localement, mais restant la logique et tout ce qui est en arrière et demeure sur le serveur comme si on consommait un service web ou une application web, peu importe comment elle est faite, ou même à la limite dans certaines occurrences. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ben Teams, jusqu'à tout récemment, était une application Electron ou un bundle Electron qui Electron essentiellement est une espèce d'enveloppe pour livrer une application web à travers ce qui nous donne l'apparence d'une application lourde. Donc, depuis le temps, tous ceux qui ont connu cette époque-là, ben c'était une application web qui était consommée à travers ce qui donnait l'apparence d'une application lourde. Exact. Donc bref, partons de ce constat-là que aujourd'hui, dans les entreprises existantes ou dans des nouvelles compagnies, la majorité des applications sont des applications web. Ça amène à une réflexion sur c'est quoi mon point de terminaison finalement? C'est quoi mon endpoint? Est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir forcément un Windows, on va le citer, ou même autre système d'exploitation pour faire rouler mes applicatifs d'affaires? Finalement, c'est ça qu'on veut faire. Là. C'est en l'occurrence dans un cadre de travail, évidemment. L'idée, c'est ça. Donc, on se retrouve dans le fond avec un virage qui se fait vers ces applications qui sont la plupart en mode SaaS. On peut imaginer que nos providers SaaS, nos fournisseurs de services SaaS fournissent une grande partie de la sécurité de ces solutions-là, puisque effectivement, quand ils hébergent les grands joueurs, on va citer, je vais comme citer quelques noms, mais en l'occurrence, ça pourrait être d'autres, donc des ServiceNow, des Workday, des Salesforce. Je cite des noms qu'on voit dans la plupart des grandes entreprises. On s'entend que généralement, ils ont certainement un niveau de sécurité qui est supérieur à la moyenne des ours. Là. Néanmoins, il y a quand même une partie qui reste à la charge du client, okay? Notamment ses données. Toutes les données qu'il va les mettre sur ces systèmes-là, on s'entend que il a quand même besoin de faire attention aux données qu'il va mettre sur ces applicatifs-là. Puis là, ça amène une autre réflexion. Ok, je suis un attaquant. Puis là, on pense un peu en avance de phase, mais finalement, ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Les attaquants, ils vont suivre l'argent. C'est vraiment un système... j'ai rien contre le capitalisme, mais qui est purement capitalistique. Donc c'est vraiment le chemin de moindre résistance. C'est sûr que s'ils peuvent trouver de l'argent en faisant un phishing et faisant un password spraying, les affaires de base, ils vont le faire. Mais on s'entend que, notamment dans les grandes entreprises, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher via des techniques de base des données sensibles ou même des ransomware ou autres. Donc, les attaquants, eux aussi, ils savent très bien ça, donc ils s'améliorent. Et on voit déjà, on en a jasé un petit peu tantôt, mais on a déjà des tutos YouTube pour faire du MFA bypass, pour donc des MFA proxy, des Evil Nginx, des choses de ce genre-là qui existent déjà, qui sont très facilement utilisables par n'importe qui pour bypasser du MFA de base.
Donc bref, la réflexion, c'est que forcément, les attaquants s'intéressent de plus en plus aussi à des plateformes SaaS-based et notamment aux données sensibles qui peuvent se trouver dessus. Donc soit via du social engineering ou via d'autres méthodes, comme on parlait du MFA bypass. Parce que les données sensibles se trouvent là. Donc c'est là, grâce à ça, qu'ils vont être capables d'avoir des leverage pour vendre ces données-là ou faire du chantage aux clients, tout simplement. Oui, ben absolument. Puis c'est ce changement-là. Puis on ne s'entendra pas vraiment du côté cloud-based parce que le but, c'est le endpoint. Mais ce transfert-là d'informations qui était historiquement principalement stocké sur le poste de travail ou en copie sur le poste de travail sur la façon simple, sur un Windows, un Mac ou un Linux, c'est déplacé en grande partie dans le cloud. Donc, dans l'absolu, mieux protégé parce que ces fournisseurs-là ont plus d'argent, essentiellement, pour protéger ces informations-là. Mais en même temps, comme on demeure responsable de ces configurations de la consommation, et on demeure quand même responsable du endpoint, qui est l'outil de consommation, puis c'est là aussi où ça s'en vient. C'est que même si on a un client lourd à l'électron, ou même si on utilise un navigateur comme Chrome ou Edge, on demeure qu'on a de la consommation, et donc l'information revient quand même sous une forme différente. Et les attaquants aussi se sont adaptés à cette réalité, ce mouvement-là qui était fait. Non? Excellent, ouais, tout à fait. Et il se trouve que je pense qu'on peut en parler maintenant, c'est que selon moi, et puis peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais le endpoint d'aujourd'hui, ça devient le navigateur. Ça va devenir le navigateur. Là, ça va dépendre de votre temporalité, là, ça va dépendre où est-ce que vous êtes situé dans cette transformation-là. Ça peut déjà être votre réalité au quotidien, vous n'êtes juste pas rendu compte et vous n'avez pas allumé que est-ce que j'ai besoin de gérer entre guillemets un poste de travail traditionnel, toute la sécurité à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à faire, évidemment, mais où est-ce que je peux imaginer une autre façon de gérer ma sécurité au niveau de mes applicatifs si la vaste majorité de mes applicatifs se trouvent consommés par mon browser. Alors pourquoi on a cette réflexion-là? Puis après, je vais te laisser rebondir là-dessus. C'est que forcément, le navigateur, il a une certaine vision. On parlait des données sensibles qui pouvaient se trouver dans nos applications SaaS ou même des applications web qu'on a développées par nous-mêmes. Notre EDR, on va dire nos solutions antivirus traditionnelles ou même des solutions network-based vont peut-être pas avoir la visibilité sur les données ou on va dire ce qui se passe directement au niveau du navigateur. C'est ça qui est un changement aussi. C'est un changement important parce qu'on arrive dans un contexte, puis j'aime bien l'élément que tu amènes, où on contrôlait le poste de travail. Tu parles de DR, tu parles de prendre des sons de réseau, et ainsi de suite, parce qu'on est dans un univers où le navigateur web, à une certaine époque, était, on pourrait dire, plus dumb, était plus inutile. Il n'y avait pas une grande logique qui était fonctionnée sur le navigateur. Donc, il ne savait que du rendu, un peu comme le Citrix nous rendait qu'une image d'une application à une époque, jusqu'à quand même à peu près 10-15 ans, le navigateur avait à peu près ce rôle-là de juste nous rendre une image du site. Il est arrivé le Web 2.0 qui a comme transformé cette espèce d'aspect de transactionnalité entre le navigateur et le back-end. L'exécution locale aussi, comme on en parlait. Donc, oui, effectivement, ça a déplacé l'exécution en local. Donc, de ce moment-là, on a transféré la charge. Donc, on est commencé à transférer dans un contexte où on avait un client qu'on ne contrôlait pas aussi. Puis ça, je trouve, à certains égards, il y a un peu de folie de basculer d'un à l'autre parce qu'on était dans un navigateur qu'on ne contrôlait pas à ces époques-là. Ce qui a changé heureusement avec le temps, mais à ce moment-là, on ne contrôlait pas qui était à l'autre bout de la consommation du service. Donc, on envoyait des JavaScript essentiellement qui s'exécutaient localement avec la logique d'affaires. Puis je dirais, pour ceux qui ont fait de la sécurité web, il y a quand même un certain temps, on était capable d'injecter des choses dans le navigateur. C'est parce que justement, il y avait cet élément-là où le navigateur était. On lui donnait la prétention d'être un niveau de contrôle, mais n'était pas capable d'avoir ce niveau de contrôle-là, lequel on était capable de contourner et de briser le fonctionnement. Si on se ramène à maintenant, le navigateur n'est plus d'homme comme il était il y a 15-20 ans. Maintenant, le navigateur est rendu une place importante. Puis là, tu peux mentionner des RDR, mais tous ces éléments-là ont basculé vers le navigateur maintenant, essentiellement. Là. Exact. Donc, dans le fond, ça amène plusieurs... pas tant des défis, mais moi je vois ça plutôt comme des opportunités. C'est qu'à la fois, les navigateurs modernes génèrent de plus en plus de signaux pertinents pour la sécurité, première chose. Les navigateurs ont suivi un peu la mode de
la mode et puis aussi la nécessité, on va pas se mentir, comme on a pu le connaître avec les MDM à une certaine époque, de s'assurer que les contrôles ou les politiques qui sont mis en place pour gérer les navigateurs sont maintenant disponibles sur la plupart des gros fournisseurs sur des consoles cloud-based. Donc on n'est plus obligé d'avoir des GPO ou des politiques locales pour gérer notre navigateur à l'échelle. Là, je refais un petit lien par le passé avec les affaires de Citrix que je parlais tantôt. Là. C'est qu'on a quand même moyen, d'un point central aujourd'hui, de déployer des politiques partout où on a des navigateurs qui sont managés dans notre entreprise. Ça, c'est quand même extraordinaire parce que, notamment depuis la Covid, mais même avant, c'était déjà un enjeu. On a maintenant moyen de, quel que soit le device, que ce soit un Mac, un PC, un Chromebook, un iPhone, un Pixel device, un Android, whatever, on peut manager des politiques dans son navigateur. Puis ça permet de gérer, on va dire, des menaces émergentes qui étaient, comme tu parlais, d'exécution de JavaScript, mettons, ne serait-ce que la gestion des extensions ou des limitations de certains systèmes, genre les incognito mode. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste de la pure gestion de capacité que tu as dans ton. Je parle de Chrome parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est évidemment l'équivalent sur d'autres navigateurs comme Edge. Ces capacités-là aujourd'hui existent à l'échelle. Puis ça évidemment amène des opportunités aussi que ce soit pour les gens d'IT ou pour les personnes de sécurité. Oui, mais tout à fait. Puis on le rappelle, c'est vraiment dans un contexte professionnel. Puis ça aussi, autant le navigateur qu'on pourrait dire géré ou gérable, permettre une saine séparation entre le volet, un profil personnel et un profil professionnel. Et ce qu'on parle, ce n'est que le profil professionnel et dans lequel le profil personnel reste libre et de faire ce qu'il veut de son côté avec peu ou pas de contrôle, parce que je te dirais que puis même maintenant, se promener avec peu de contrôle sur le web, c'est un peu risqué à la même époque où avant on disait que se brancher un laptop sur un Wi-Fi non sécurisé était un problème, ce qui n'est plus tellement le cas maintenant parce que nos ordinateurs sont capables de résister. Naviguer avec un navigateur sur le web avec un navigateur non géré avec peu de contrôle, c'est le même risque que ça peut présenter de se brancher sur un Wi-Fi non sécurisé il y a quelques années de ça. Ouais, ou un OS non patché qui vient juste d'être installé, ça ressemble évidemment à la même chose. Après, il se trouve que, comme tu l'as dit, les navigateurs sont de plus en plus intelligents, entre guillemets, qu'à la fois, encore une fois, je vais parler de Chrome parce que c'est ce que je connais, mais dans le projet Chromium, le Chromium bénéficie aussi à plein d'autres navigateurs comme Edge. Donc on a du sandboxing qui est donc pas de sandboxing dans le terme de détonation d'une pièce jointe, même si c'est des capacités qui existent aussi, dont ce qu'on va parler par la suite. Mais là on parle plus de sandboxing, de par exemple une tabulation va avoir son propre espace mémoire et si jamais elle est corrompue, va pas forcément polluer les autres instances de Chrome qui sont déployées sur votre poste. On a évidemment dans des histoires de password manager. L'idée n'est pas là de dire que c'est le meilleur système de password manager du monde, mais néanmoins, par défaut, on a quand même ces capacités-là qui sont là et qui sont synchronisées dans le cloud. C'est quand même, on a des capacités aussi qui sont capables pour les entreprises, même dans les versions gratuites, de gérer des passwords qui pourraient se retrouver dans le dark web, par exemple, qui va vous signaler que certains comptes ont déjà été leakés dans des brèches. Donc, tout ça, ça vient de plus en plus intelligent. Et puis, on le voit même dans les vulnérabilités du day-to-day, c'est que c'est de plus en plus attaqué, il y a des zero day, des choses comme ça. Il se trouve que, selon moi, je trouve qu'il y a moins de désuétude dans l'écosystème, en tout cas dans ce que je connais de Chrome, que ça pouvait être le cas dans des systèmes plus legacy, pour la simple et bonne raison, c'est que le système va être plus facile à mettre à jour, parce que c'est juste un redémarrage de l'instance de Chrome, et certainement plus de vélocité aussi, pour être en mesure de délivrer des patchs rapidement, de par le moins de legacy qu'on a à traîner. Là. Je parle même pas de la couche, la stack Win32 pour un operating system, mais c'est la réalité. C'est que selon moi, on est plus. Évidemment. Je rebondis là-dessus, il y a moins de complexité inhérente à ce genre de choses-là parce que le bundle ou l'enveloppe, le Chrome, Edge ou peu importe lequel on utilise, comme elle est détachée du système d'exploitation, et ce qui est une très bonne chose. Pour ceux qui se rappellera d'une époque où Microsoft était une chose antitrust pour détacher Internet Explorer de son système d'exploitation, c'est une très bonne chose de détacher ça parce qu'effectivement, on aurait des problèmes bien différents maintenant si ça n'avait pas été détaché à cette époque-là. Fait de détacher ça nous permet de le faire vivre de façon autonome parce que Chrome va vivre de façon uniforme sous Linux, sous Mac et sous Windows. Donc, dès lors, on a un Chrome qui fonctionne de façon relativement similaire dans les trois environnements. On a une stabilité. On parlait de stabilité tantôt de déploiement. Ouais.
ben, on a une stabilité, peu importe. Chrome OS, on en a parlé un peu aussi. J'ai fait pas référence parce que ça m'est pas. Ça pourrait être un iPad aussi, mais au final, c'est le même principe. C'est qu'on. Pas tout à fait parce que sur iPad, ce n'est pas encore tout à fait vrai parce que sur l'iPad, t'as pas le Chromium, t'as encore tes Safari, mais en Europe, ça va changer, mais bref. Mais néanmoins, sur le principe d'avoir peut-être un système d'exploitation sur notre terminal qui, on va dire, par défaut, plus sécuritaire, qui ne nécessite pas de passer, avoir un hardening On se débarrasse du système d'exploitation au sens pur, dans le fond, qui administre la machine. On a un point de délivrance de l'application qui est le navigateur, qui lui est beaucoup plus facile à mettre à jour. Puis normalement, dans ses configurations par défaut, dans Chrome, à chaque redémarrage, il se met à jour sur la dernière version. Exact. Fait qu'on n'a pas de grand cycle de correctif, on n'a pas de bris de fonctionnalité. On n'a pas de probabilité d'arrêt de fonctionnalité d'un poste qui arrête parce qu'il y a un driver qui n'a pas marché, que le correctif qui ne s'est pas appliqué, qui a brisé les choses, que dans le fond, les environnements Windows connaissent malgré tout assez régulièrement, malheureusement, parce que c'est complexe, parce qu'il y a une complexité qui est inhérente à ça, qui fait que ça amène ça. Le navigateur ne porte pas, encore du moins, ce degré de complexité-là qui lui permet d'être mis à jour beaucoup plus facilement et dans une façon de auto-portant. Là. Ouais, puis c'est des choix de design aussi, pour être bien honnête. Là, je parlais d'iPad parce que pourquoi j'utilisais l'iPad comme exemple, c'est que c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais selon moi, d'un point de vue sécurité, pour le meilleur, on est dans un environnement un peu plus lockdown dans des iPads ou même dans des Chrome OS, parce que les choix de design ont été faits de telle façon que des third parties ne peuvent pas accéder à des sous-systèmes critiques de l'operating system. Ce qui fait que notamment, je parle pour Chrome OS, par exemple CrowdStrike ou Carbon Black ou d'autres EDR qui sont compatibles avec Chrome OS. Les événements sont streamés par Chrome OS via une API standardisée et passent par un service cloud-based hébergé chez Google avant que ces événements-là arrivent sur l'EDR pour qu'ils puissent être analysés. Ce qui fait qu'il y a un contrôle de bout en bout de Google à ce niveau-là. Ce qui va éviter que si jamais votre third party va mettre à jour sa solution pour mieux interpréter les logs qui viennent de Chrome OS, il n'y aura pas d'arrêt de système lié à ça puisqu'ils n'ont pas accès. C'est un choix de design. Ils n'ont pas accès au cœur nucléaire du système. Autre point de design, très rapide. On a 2 instances de Chrome OS qui roulent en permanence, ce qui fait que quand il y en a une qui est patchée, l'autre continue à fonctionner. Puis c'est comme un système A/B testing ou blue-green deployment, là, pour ceux qui connaissent le déploiement applicatif, qui fait qu'on a, dans le fond, une expérience qui évite d'attendre des heures avant que notre système soit patché aussi pour accéder à la consommation de l'application. Ouais, effectivement, puis de toute façon, macOS est dans le même univers que ça, où il y a très peu de redémarrage, il n'y a plus d'accès kernel, donc on n'a plus d'accès à redémarrage. Donc, tout ça, tous ces environnements amènent de la stabilité, de la prévisibilité pour l'utilisateur. Fait qu'on est capable d'avoir maintenant des. Puis Windows, je levais mon chapeau à Windows, ce coup-ci. On finit par adhérer à ce genre de choses-là. Puis à basculer, puis à couper cet accès-là. Justement, qu'on arrive à un moment où le contrôle bas niveau est plus accessible à personne. Donc, on assure la stabilité, on assure cet environnement qui fait qu'il y a une prévisibilité. On revient à Strix. C'était la prévisibilité qui était demandée il y a 20, 25 ans. On arrive encore de nos jours à ce besoin d'affaires-là, puis on en a vaguement parlé, puis peut-être on n'en parlera pas dans ce segment-ci. Mais le besoin d'affaires vient être un porteur très important de des décisions qu'on fait. Fait que c'est le business veut pas de redémarrer ou être irrité par ça, on va nous amener tranquillement vers des situations beaucoup plus matures et qui nous débarrassent de ces façons anciennes. Puis moi, je commence à trouver ancienne là, de fonctionner. Puis j'en parlais dans un podcast justement avec un de tes collègues. Je comprends pas qu'à ce stade-ci, on ne fonctionne pas plus avec la virtualisation, on ne fonctionne plus avec ces affaires-là. On est encore contraint à fonctionner avec des notions de machine physique. Quand moi, je suis un simple utilisateur, je devrais même plus voir ça. Donc, bref, pour revenir au navigateur, pour reboucler, celui-ci nous ramène dans cette espèce de virtualisation qui nous détache de la machine physique, exact, c'est de la livraison d'application. Le navigateur doit être, tu dois pouvoir l'utiliser partout sur n'importe quel device et avoir tes politiques d'entreprise qui peuvent être là. Donc ça amène à un point aussi, c'est que c'est comme faire un pas de côté là. C'est-à-dire c'est comme toi, tu nous offres une plateforme ici pour les gens de sécurité pour jaser anything security là, dans Polysecure.
Bah là, l'idée, c'est que tu vas avoir ton navigateur qui va te fournir une plateforme pour exécuter tes applications. Donc c'est pour ça que c'est, selon nous, selon moi en l'occurrence, le nouveau endpoint. Ce qui veut dire aussi que tu peux te challenger. C'est pas l'idée, c'est pas de remplacer tout ce que tu as investi dans tes systèmes, on va dire plus traditionnels, hein, mais c'est juste au moins de se poser la question, de se dire, ok, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui d'exécuter mes applications sur une plateforme qui est peut-être par défaut plus sécuritaire? Juste se poser cette question-là, bah, ça va amener selon moi, des belles réflexions parce que tu mets peut-être beaucoup d'argent et d'efforts aujourd'hui à maintenir une plateforme qui est par défaut. Et encore une fois, je dis par défaut parce qu'en l'occurrence, on va juste nommer Windows. Tu es capable de sécuriser Windows aujourd'hui, mais à quel prix et à quel prix, que ce soit en termes de temps, d'efforts et d'argent, tu vas être capable de le faire, c'est sûr. On voit même d'ailleurs que Microsoft prend cette vague-là, notamment sur ses versions ARM, de se départir de certains morceaux de sa stack qui sont plus difficiles à maintenir encore une fois, pour des raisons de compatibilité. Et puis, tu leur jettes pas la pierre, là, ils ont fait énormément d'efforts à ce niveau-là, mais c'est juste pour dire que maintenant que tu peux t'imaginer que le endpoint, c'est le browser, c'est le nouveau endpoint, ça amène, selon moi, une autre réflexion sur les investissements que tu peux faire. Là, on parle d'un point de vue purement sécurité, pour mitiger les risques qui sont associés à l'utilisation d'applications qui sont web-based. Donc c'est ça la game, et pas de dire Mac est mieux que Windows, Chrome est mieux que Mac, iPad est mieux qu'une chose. C'est juste de dire, ok, mes menaces d'aujourd'hui vont être lesquelles quand je vais consommer Workday, quand je vais consommer ServiceNow, quand je vais consommer mon application que j'ai créée, ou que même d'ailleurs je suis un service provider et que je fournis moi-même en mode SaaS. Bah, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que j'amène potentiellement comme risque à mes clients à ce niveau-là? Et puis, juste, c'est ce qu'on essaie de faire un peu aujourd'hui, je pense, à travers ce podcast, c'est de s'assurer qu'on ait tous une compréhension commune sur quels sont c'est quoi l'état des lieux selon nous et selon les feedbacks qu'on reçoit sur le terrain, là, de comment on consomme les applications aujourd'hui. Et du coup, comme on l'a dit un petit peu tantôt, par quoi les gens, notamment les attaquants, vont être intéressés. Puis c'est quoi les risques associés? Donc on peut peut-être en citer quelques-uns là, mais forcément on va parler un peu de l'éléphant dans la pièce là, mais qui va être par exemple la fuite de données. C'est certain qu'on aura beau utiliser un système de type SaaS-based, on a encore cette responsabilité en tant que client de s'assurer que les données qui sont consommées, mettons notamment si on utilise des partenaires tiers qui vont accéder à nos applications SaaS, accèdent uniquement à ce dont ils ont accès, mais en plus de ça ils peuvent pas repartir avec la totalité, si ce n'est même une portion, voire même un screenshot d'une portion. Et puis ça, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour mitiger ce genre de choses-là. Puis je vais te laisser la parole. Ouais, justement, c'est parce qu'on bascule le contrôle et le pouvoir sur le navigateur, ce qui change le paradigme énormément. Avant, on gérait le endpoint, on en a mentionné un peu. Là, on va commencer à gérer le navigateur comme on gérait le endpoint à l'époque. C'est-à-dire qu'on va commencer à y mettre des policies, on va y mettre du contrôle, les signaux du navigateur vont remonter. Chrome est très fort là-dessus parce qu'il donne beaucoup de signaux sur le même type qu'on avait des EDR qui nous renvoyaient ces signaux-là où on devait les extraire à l'aide d'EDR. Mais d'un contexte Chrome notamment, puis je connais moins bien les autres, vont justement nous renvoyer des signaux qui ont à certains points une certaine équivalence de surveillance pour les organisations, à s'assurer que ce qui se passe dans ceux-ci. Donc, tout l'avantage est de commencer à contrôler le navigateur comme on contrôlait le poste de travail avant. De mon expérience, j'ai vu très peu d'organisations mettre cette énergie-là de commencer à contrôler le navigateur. Il y a encore cette réflexion un peu legacy patrimoniale. On contrôle le poste, on contrôle le poste, on contrôle tout. Quand dans le réel, on n'est plus tout à fait là, puis tu l'as répété sur différentes façons, puis on n'est plus là. Le navigateur, c'est lui qui est la source de contrôle, la source de vérité aussi. C'est en fait, pourquoi on va dire qu'on parle beaucoup de navigateur aussi, c'est que souvent en sécurité, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être au plus près et de l'utilisateur et de l'applicatif. Et c'est vrai que pour le coup, à la conjonction de ça aujourd'hui, par rapport aux applicatifs qu'on a mentionnés, c'est souvent le navigateur qui est un peu à la croisée des chemins, là. C'est vrai, via lui qu'on va généralement s'authentifier, qui va gérer notre session. Puis en plus de ça, c'est via lui qui consomme les applications. Donc c'est pour ça que en étant navigateur, on va être capable à la fois d'avoir la plus grande échelle, là, le plus grand scale, mais en plus de ça, la plus grosse granularité. C'est-à-dire que tu auras beau gérer
ta réseautique au niveau de ton operating system, il va pas comprendre l'intérieur, en tout cas pas toujours comprendre l'intérieur de ta communication chiffrée dans lequel va passer ton applicatif web. Et on pourrait briser la chaîne de trust, mais bref, c'est jamais très chic là. Mais bref, c'est pour dire que ça, c'est important de le comprendre. Puis by the way, petit aparté, il y aura toujours des systèmes d'exploitation. C'est juste qu'on va les limiter à un minimum, c'est-à-dire qu'ils vont être le plus read-only possible. On va réduire la surface d'attaque le plus possible parce qu'ils sont un peu locked-in, comme j'ai parlé la dernière fois. Puis on va toujours pouvoir mettre une clé USB, en tout cas potentiellement. Là. On va toujours pouvoir connecter des devices dessus. Il y aura toujours des règles de sécurité, voire même de DLP qui vont être spécifiques à l'operating system. Mais je dirais que la surface d'attaque des systèmes d'exploitation modernes est beaucoup moins forte. Il y a encore des contrôles à mettre en place, mais il y a beaucoup moins d'efforts à mettre. Donc c'est un peu un transfert d'efforts, selon moi, qui va se passer. C'est que tu vas conserver, mettons, je dis absolument n'importe quoi, comme si c'est pour donner une échelle. On avait, mettons, 200 contrôles sur un système dit traditionnel, plus EDR, donc avec toutes les règles d'alertage et autres. Donc ça, je serais incapable de le chiffrer, parce que les EDR, ça peut chiffrer très vite. Mais après, mettons, on va passer peut-être à n'importe quoi, 50 contrôles sur un système qui est beaucoup plus lockdown par défaut. On a encore des contrôles possibles, mais on va dire qu'ils vont être quand même plus dans le raffinement. Par défaut, ton système devrait déjà pas briser, même s'il est sur un Wi-Fi public, là. Parce que déjà, mettons, toutes les transmissions à ton navigateur vont être HTTPS par défaut. Il y a beaucoup de choses qui vont déjà, les sandboxing, comme je parlais tantôt, les navigateurs vont déjà être activés. Enfin, énormément de choses qui vont déjà être activées. Donc, l'effort que tu mets aujourd'hui à sécuriser ton endpoint, qui est ton operating system traditionnel, tu vas, selon moi, le porter plus au plus près de l'applicatif pour aller gérer tes malwares reliés au web, profiter de la threat intelligence qui va venir, de nouveaux systèmes pour bloquer même ta menace avant même qu'elle arrive. Alors ça existe aussi sur des systèmes operating system, et là tu vas directement le chercher au plus près de ton applicatif dans ton navigateur. Puis on parlait du DLP évidemment, où c'est ça, qui va permettre l'accès à ton écosystème, non plus en essayant de gérer ton device, qui est souvent compliqué à faire à l'échelle ou at scale sur des partenaires, parce que c'est très coûteux. Mettons un tierce party dans ton entreprise qui veut aller gérer une application de chez toi. On s'entend que ceux qui ont déjà fait ça, de gérer des postes tiers, qu'on fournit des laptops complets à des tiers parties, c'est rarement winner sur le long terme. Soit en termes d'expérience usagée pour le partenaire, soit en termes de coût, voire même en termes d'efficacité de sécurité, c'est toujours très lourd. Alors que de gérer ta session, ton profil de travail, comme tu l'as mentionné tantôt, de ton navigateur, là, c'est différent. Ben, ça l'amène, c'est ça, de nouveaux concepts, parce que justement, on déplace d'un à l'autre. L'exemple je le vis parce que j'ai plusieurs clients, donc j'ai plusieurs laptops à la maison qui représentent chacun de ces clients-là, parce que chacun de ceux-ci exige cette espèce de présence d'un objet physique qui le relie entre eux autres, qui sont des traces d'une autre époque, parce qu'ils ne sont plus utilisés maintenant, mais alors littéralement plus, là. Bah oui, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est un bon point que tu amènes, c'est que si toi, en tant que fournisseur de tes clients, tu dois avoir 5 laptops à la maison, là, sans parler du fait qu'ils vont devoir aussi être patchés, enfin bref, sans parler du coût. Ça exige tout ce que ça fait, que eux doivent me faire vivre 5 ou 10 laptops, tout dépend du nombre de clients que j'ai concurremment. Parce que eux autres, ça fait partie de leur exigence. Fait que je reviens à, pour chacune de ces entreprises-là, de coûter quelque chose qui pourrait réduire, parce que c'est très coûteux gérer un ordinateur, là. Gérer une session web ou une application livrée web, le coût, il est tellement bien étalé, il est uniforme, puis il est tellement petit par personne versus un laptop physique, complet. Là. Tout à fait. Puis là, tu le vis, c'est que dans le fond, là où ça devient vraiment, je vais pas dire drôle, mais assez ironique là-dessus, c'est que tu vas te retrouver à devoir avoir un laptop complet juste toi pour générer une console cloud. Ben, c'est ça, parce que c'est ça qui est drôle. 99% de ce que je fais est en web. Donc, n'a pas cette nécessité-là d'avoir un ordinateur lourd qui représente ce client-là, qui représente cette entité-là, puisque de toute façon, je ne consomme que du web. C'est fou. Ben, c'est fou. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une catégorie émergente dans les solutions de sécurité qui s'appelle Secure Enterprise Browsing. On en a jasé un peu avant, mais je suis pas un grand fan de Gartner, mais ils ont le mérite de créer des fois des acronymes qui permettent d'identifier des
des groupements d'outils ou de produits qui permettent de mitiger des menaces. En l'occurrence, ils ont créé ce titre-là de Secure Enterprise Browsing. Oui, mais quand même un autre monde. Puis là, je vais quand même mettre un stop à cette conversation, puisque là, on est en train de glisser dans la version un peu plus avancée de ce que le endpoint s'en va. Dans le fond, l'objectif, c'est de faire peut-être une initiation, oui, puis une compréhension commune. Y a toujours des éléments de base qu'on n'a pas abordé que tu aimerais aborder par rapport à ça avant qu'on envisage la version avancée du endpoint? Oui, tout à fait. Bah écoute, déjà, je parlais un peu tantôt de gérer ton navigateur depuis une console cloud. Donc, pour les gens qui connaissent l'écosystème Microsoft, on peut penser aux consoles Microsoft 365 là, qui permettent en partie de faire ça. Peut-être pas forcément sur gérer le navigateur, là, mais pour gérer ne serait-ce que des politiques de l'écosystème Microsoft. Pareil, évidemment, pour Workspace ou d'autres produits de ce type-là. C'est qu'on arrive quand même grâce à ces consoles cloud, à avoir une vision centralisée, notamment pour les navigateurs, de ce qui se passe sur vos navigateurs. Parce vous vous rappelez de la moque du Shadow IT, là, sur qu'est-ce qui se passe? Bah, notamment avec la Covid, on a eu une explosion justement de la consommation des applicatifs, des solutions informatiques à l'extérieur de ce que les gens pensaient une tour d'ivoire qui était le bureau avec son firewall et autres. Là. Tu souris, mais malgré tout... Oui, ça l'a brisé ça a brisé beaucoup de choses. Ah, c'était déjà brisé avant, c'est juste ça a amplifié le fait que c'était vraiment complètement brisé. Et heureusement, moi je vois ça comme une opportunité, que ça a permis de beaucoup faire avancer, que les politiques notamment de sécurité, puissent être appliquées partout grâce à des solutions cloud-based et que ça puisse suivre l'usager, quel que soit donc son emplacement et ou le device qu'il utilise dans les meilleurs cas. Ce que ça amène, c'est que dans le fond, notamment, là, je vais parler d'une version complètement gratuite, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Si vous n'avez pas ça et que vous êtes un utilisateur de Chrome dans une entreprise, je vous en prie, faites-le. On va dire 3 versions de Chrome. On a le Chrome standard qui peut être géré, que vous avez à la maison sûrement, mais qui peut aussi être géré via des policies locales sur les systèmes d'exploitation. Donc, mettons pour Windows, ça peut être des GPO dans un écosystème très traditionnel, genre Active Directory. Je dis très, très traditionnel. On a une version maintenant, depuis quand même un sacré bout de temps maintenant, qui s'appelle Chrome Enterprise Core, qui est dans le fond une version qui va vous permettre d'avoir cette visibilité là sur le Shadow IT. Alors, je vais utiliser encore excusez-moi, mais c'est un peu du bullshit, mais c'est malgré tout, ça désigne quand même quelque chose. Shadow IT, Shadow AI, parce qu'il y a encore de plus en plus de gens qui utilisent aujourd'hui des solutions, des ChatGPT ou des Gemini de ce monde pour rédiger des données et qui vont aller pester des données sensibles dans des versions gratuites de ces produits-là qui sont comme à chaque fois que c'est gratuit, des données sensibles vont être réutilisées pour entraîner les modèles, donc vraiment ne pas faire. Enfin bref, vous amenez de la visibilité sur comment les gens naviguent, comment les gens consomment des applicatifs. Vous allez voir du Shadow IT comme peut-être jamais vous avez vu. C'est-à-dire comme notamment pour les compagnies qui n'ont pas eu les moyens ou la présence d'esprit de mettre en place des CASB. Juste cette version gratuite là, de Chrome Enterprise Core va vous amener de la visibilité sur ça et va vous donner des rapports gratuits pour vous donner un état de situation de où vous en êtes rendu et des risques potentiels que vous avez déjà. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes des clients de Chrome, à aller vers ça, parce que ça va vous amener déjà un bien meilleur... On s'entend que c'est difficile de régler des problèmes qu'on connaît pas là. Ça va déjà vous amener de la visibilité là-dessus. Oui, c'est une plaie, puis on va se garder ça pour la prochaine fois. Le Shadow IT, c'est une plaie, mais on va se garder ça pour une prochaine fois. Merci énormément. Très chouette cette première conversation-là, cette première ouverture sur comment le endpoint a changé depuis les 30-40 dernières années en termes de genre... Citrix qui streamait une application à vraiment du web maintenant et tout incidemment les changements. Merci. Ça fait plaisir.